Le moment où j'ai su que quelque chose clochait, ce n'était pas quand ils m'ont coupé l'accès. Ce n'était même pas quand mes emojis Slack ont disparu. C'était le silence, pas l'absence de silence sonore. Enfin, celui qui vous suit, s'assoit à côté de vous dans le train et vous fixe du regard tandis que vous essayez de ne pas vous effondrer. Le genre de silence qu'on entend quand sa carte magnétique fonctionne encore, mais que personne ne vous regarde dans les yeux. J'étais 3 étages au-dessus de mon échelon, assis sur un banc en acier froid devant la salle des serveurs, tenant un ordinateur portable fourni par l'entreprise dont le code barre était à moitié rayé de mon nom. C'est là que je les ai vus. 3 cadres, un développeur junior aux mains tremblantes, mon junior qui passait devant moi comme si j'étais mort et qui était en retard à ma cérémonie. Copier simplement son architecture. Elle est déjà là. Pas besoin de la reconstruire. Masquer simplement les balises. Changer le nom du dépôt avant le lancement, m'a dit celui qui m'avait un jour qualifié de « joyau de l'équipe produit ». Il ne m'a pas vu. Ou peut-être l'a-t-il vu et a-t-il simplement pensé que j'avais dépassé le point de non-retour. Il pensait pouvoir me supprimer comme une vieille version de Java. Mais voilà ce qu'ils ont oublié. J'ai construit le moteur Godm. Et je ne parle pas de coder un module ou de mener un sprint. Je veux dire, j'ai créé cette chose. L'algorithme qu'ils ont présenté à South by Southwest et qui était écrit en marge de mes papiers de divorce. La logique de l'arbre de décision qui faisait saliver les investisseurs en capital risque. Je l'ai rédigé la nuit du décès de ma mère, entre la rédaction de son testament et la suppression des messages vocaux de l'hospice. Ils n'ont pas hérité du code. Ils ont hérité du fantôme. Et ils n'avaient aucune idée combien de temps cela les entrait. Lorsque j'ai commencé à écrire le script principal il y a 2 ans et demi, j'y ai semé une graine. Une véritable bombe à retardement, cachée au plus profond d'une fonction de vérification de licence, déguisée en gestionnaire d'erreurs obsolètes. À première vue, cela ressemblait à un de ces vieux blocs de code que personne n'ose toucher parce qu'il fonctionne, tout simplement. Il a fonctionné jusqu'à minuit le jour du lancement, mais ils ne le savaient pas encore. À ce moment-là, ils étaient trop occupés à imprimer des bannières, à préparer des interviews, à programmer des articles pour Forbes sur l'efficacité de pointe grâce au départ humain. Leurs mots. Ma boîte mail était déjà pleine, mais pas avant que je me sois fait suivre quelques messages. Un diaporama par-ci, un export Slack par-là. Et surtout, un système d'invitation à un calendrier est en ligne. Le soir même, je me suis servi un verre de vin, je me suis assis sur mon balcon et j'ai regardé la ville cligner des yeux comme si elle me devait quelque chose. Et puis mon téléphone a vibré, numéro bloqué, pas de messagerie vocale, juste un SMS, il ne démarre pas. On a besoin de vous. Je l'ai laissé reposer, je l'ai regardé respirer, je les ai regardés transpirer, car ce n'était que le début. Je n'ai pas répondu, ni au premier ni au deuxième. J'ai reçu un email désespéré d'Evan, vice-président produit, allergique à l'humilité, connu pour répondre à tous par inadvertance. Mon téléphone s'est rallumé. Cette fois, c'était une capture d'écran, une bannière rouge sur l'interface, licence expirée. Contactez le propriétaire pour la renouveler. Aucun détail, impossible de contourner le problème. Juste un mur silencieux et immobile, couvert de mes empreintes digitales. J'ai siroté mon vin et laissé l'amertume tourbillonner avec le cabernet. Pourtant, il m'avait coupé. J'ai coupé l'oxygène, le kicker. Ce n'était même pas une question de vengeance. Pas au début. J'ai laissé le code comme ça par habitude. Des années passées seul adulte dans une pièce pleine de bambins à capuche m'ont appris une chose, ne jamais donner ses jouets sans cadenas. Surtout quand ceux qui jouent avec oublient constamment qui leur a appris à lire. Mais ce n'était pas qu'un jouet. C'était le moteur de leur produit, leur slogan, leur ruse pour séduire les investisseurs. Sans cela, la plateforme était une coquette coquille vide, incapable de répondre à la moindre question. Pas d'IA, pas de logique, juste des points de terminaison vides et des promesses non tenues. À 1h du matin, j'ai reçu un message d'Harper. C'était une amie. Elle a pleuré sur mon épaule après une démo ratée, puis a voté pour une restructuration de mon rôle, car évoluer exigeait des sacrifices. Son message était bref, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas faire ça. Je n'ai pas répondu, mais j'ai fait une capture d'écran pour le dossier, car il ne s'agissait pas seulement de regarder le navire couler. Il s'agissait de documenter chaque main qui a percé les trous. Au matin, ils étaient en pleine effervescence. Twitter était en effervescence.
Les premiers utilisateurs se demandaient pourquoi les informations générées par l'IA ressemblaient à des écrans de chargement figés. Un utilisateur a publié une vidéo où il tapotait furieusement sur l'application avec la légende « Le plus grand lancement de 2025 ». On dirait plutôt une conférence TED depuis un fax. La publication a atteint les 300 000 vues avant même que je termine mon deuxième café. Je savais ce qui allait suivre. Il fouille le code, les doigts tremblants, espérant trouver l'interrupteur. Mais le problème avec le sabotage élégant, c'est qu'il n'en a jamais l'air. Cela ressemble à un fantôme dans la machine, à une faute de frappe de quelqu'un disparu depuis longtemps, à un murmure dans un couloir vide, et il n'avait aucune idée où chercher. Evan a rappelé, cette fois sans être bloqué. J'ai laissé sonner, et un autre appel est arrivé de leur directeur technique par intérim, Sanjay, qui m'avait conseillé un jour de sourire davantage en réunion. J'ai alors souri. Le dernier appel est venu de leur avocat. Pas une menace, juste un appel à la coopération à voix basse. J'ai finalement répondu par un message vocal, la licence était personnelle. Vous l'avez utilisée à des fins commerciales sans contrat. L'expiration était clairement indiquée dans l'entête du code, section 4.2. J'espère que vous avez bien sauvegardé vos données. Bonne chance. Je ne m'attendais pas à un silence total après ça. Je m'attendais à de la rage, mais ce que j'ai eu était pire. Ils ont commis l'impensable, ils ont imposé un correctif à chaud en production. Aveuglés, précipités, ils ont tout déclenché. Le correctif a été appliqué. Tout le système a cédé. J'ai assisté à la scène depuis ma cuisine, à moitié habillé, mangeant du beurre de cacahuète à la cuillère, telle une veuve de guerre aux premières loges de l'explosion. Le tableau de bord de la plateforme, rendu public il y a 2 mois par un pauvre stagiaire pour plus de transparence, a commencé à générer des erreurs plus vite que Reddit ne pouvait le faire. Erreur 53, service indisponible. Erreur 5002, passerelle défectueuse. Erreur 451, indisponible pour raisons juridiques. Ce dernier cas n'était pas le mien. C'était leur fournisseur d'API qui supprimait l'accès lorsque les jetons hôtes ont été désactivés par mon webhook auto-terminé. Lorsqu'ils ont déployé leur correctif, ont contourné le bac à sable et sont passés directement à la mise en service, ignorant la vérification à 2 facteurs, les journaux de dépendance et, plus important encore, moi. Dans mon colis d'origine se trouvait une ligne qui signalait chaque tentative d'appel après l'expiration et l'enregistrait. Chaque tentative. J'ai vu le compteur s'enclencher comme du popcorn au micro-ondes. 124 267 942 appels infructueux par seconde. Ils avaient dépensé 22 millions de dollars pour ce lancement. 6 chiffres pour la marque, 7 pour la presse, et ils n'ont même pas pu passer l'écran de connexion. Forbes a retiré l'article. Les investisseurs ont commencé à fouiller sur LinkedIn, à contacter d'anciens employés, à la recherche d'un coupable. Harper l'appela de nouveau. Cette fois, elle ne suppliait pas. Elle tremblait. Sarah, ils essaient de me faire porter le chapeau. Le service juridique dit que j'ai approuvé le déploiement. Ils pensent que je savais. Je suis resté silencieux pendant qu'elle tournait en spirale. Tu sais, je ne savais pas, n'est-ce pas? Dis-leur. S'il te plaît, dis-leur que je n'ai rien à voir avec ça. J'ai finalement parlé. Saviez-vous qu'ils me poussaient dehors avant l'appel du 3e trimestre? Une pause. Puis doucement, j'ai dû voter, Sarah. J'ai hoché la tête comme si elle pouvait me voir. Vous avez voté. Moi aussi. Cliquez. À l'heure du déjeuner, 2 courriels internes ont fuité. L'un du PDG, dénonçant un sabotage externe, l'autre du service juridique, indiquant qu'ils étudiaient toutes les options possibles contre d'anciens employés. Ma boîte mail s'est remplie de journalistes cherchant du sang. Mais je ne parlais pas. Pas encore. Au lieu de cela, j'ai téléchargé quelque chose, un commis public, horodaté, versionné, clair comme le jour, intitulé Conditions de licence originale 2.0. Il comprenait chaque clause, chaque avertissement, chaque avis d'expiration que j'avais envoyé, chaque message Slack qu'ils avaient ignoré et une note en bas. Si vous lisez ceci, c'est parce qu'ils ont oublié qui a construit les fondations. Je ne les ai pas incendiés. J'ai juste éteint les lumières. L'article a fait la une des journaux à 14h. À 14h30, un consultant DevOps s'est diffusé en direct en train de le lire, riant aux éclats. À 15h, leur application était retirée des 2 plateformes. Mais la véritable implosion n'a commencé qu'à la mairie, car quelqu'un, je ne sais pas qui, je le jure,
a divulgué l'enregistrement. Celui où Evan, notre courageux vice-président, a déclaré que Sarah était formidable, mais soyons honnêtes, le code est remplaçable. Les gens, non. Oh, Evan. Oh, mon chéri. Internet avait des idées. En milieu d'après-midi, la citation d'Evan était devenue un son tendance sur TikTok. Une adolescente du Minnesota l'a chanté en playback tout en mettant le feu à son grille-pain. Légende, moi après avoir remplacé mon ex par un Roomba. Le clip a été vu 1,2 million de fois en moins d'une heure. Et Evan, le pauvre Evan fragile, a tenté de passer à l'offensive en tweetant quelque chose comme « L'innovation remet toujours en question les normes établies ». Notre équipe réagit rapidement. Le problème, c'est que sa version de la rapidité ressemblait beaucoup à des reproches et à des accords de confidentialité rompus. Un ancien ingénieur a republié mon comigy avec sa propre légende. Nous leur avons dit que Sarah était la plateforme. À ce moment-là, j'avais déjà éteint mon téléphone. Je ne cherchais ni influence ni chaos. J'étais en pleine réunion, en plein entretien d'embauche. Voyez, j'ai reçu un message plus tôt ce matin-là. Ni de Harper, ni d'Evan, ni même du service juridique. D'un certain Julien Tran, directeur technique d'un cabinet concurrent un grand, du genre avec des cafetières intelligentes et des salles de conférences portant le nom de Constellation. Il avait écrit « Nous avons lu votre engagement. C'était élégant. Nous aimerions discuter, alors j'ai parlé à distance depuis mon salon, vêtu d'un jogging et d'un vieux sweat à capuche de conférence. Il ne m'a pas posé de questions sur le sabotage. Il m'a demandé comment j'avais construit l'architecture, pourquoi j'avais structuré la logique de cette façon, pourquoi j'avais caché une date d'expiration de licence dans un paquet apparemment inoffensif. Je lui ai dit la vérité, car un jour quelqu'un essaierait de me l'apprendre, et je devais m'assurer que même s'il le faisait, il ne comprendrait jamais son fonctionnement. Julien sourit. C'est le genre de paranoïa à laquelle je fais confiance. Il m'a proposé le triple de mon dernier salaire, la propriété, une autonomie complète, une équipe. Je n'avais même pas fini mon thé. Pendant ce temps, de retour dans l'Empire en ruine, la situation devenait de plus en plus sanglante. Harper fut mis à la porte. Evan supprima son profil LinkedIn. Leur équipe de relations publiques tenta d'accuser un script malveillant d'avoir corrompu l'environnement de déploiement, mais Reddit s'y opposa. Un utilisateur a trouvé un instantané du dépôt datant d'il y a 6 mois, sur lequel mon nom figurait encore partout. Un autre a découvert une diapositive PowerPoint issue d'une présentation d'investisseurs fuités, dans laquelle Evan utilisait littéralement un diagramme que j'avais dessiné sur un tableau blanc il y a 2 ans, mon écriture étant encore visible dans un coin. Ils n'avaient pas simplement réutilisé mon code. Ils avaient construit toute une mythologie autour. Et quand les dieux tombent, ils tombent durement. 2 membres du conseil d'administration avaient démissionné pour se consacrer à d'autres intérêts. La note de leur application était passée de 4,7 à 1,3. C'est là que la véritable surprise est arrivée. L'un de leurs ingénieurs, un nouveau venu, badge vert, qui sentait probablement encore le beignet d'orientation, a publié une capture d'écran. Il affichait un commentaire que j'avais laissé dans le code backend il y a plus d'1 an, caché dans un bloc qu'il n'avait jamais lu. Il disait, si vous regardez ici, c'est que vous avez manqué les avertissements. Vous avez ignoré la documentation. Vous avez fait confiance aux raccourcis et vous n'avez plus de temps. C'est devenu viral. Des t-shirts, des mèmes, une tasse avec mon nom en comics. Je l'appelais le Père Noël. Et je n'avais même pas encore commencé ma vengeance. À la tombée de la nuit, leur siège social ressemblait à une reconstitution de Sa Majesté des Mouches par une start-up technologique. Ils ont verrouillé le Slack du bureau et gelé les emails internes. Le service juridique a émis une directive d'urgence interdisant à quiconque de commenter l'incident par écrit. Et quelqu'un, probablement l'un des PM les plus masochistes, a essayé de redémarrer une instance de sauvegarde avec une ancienne version que j'avais dépréciée il y a 18 mois. Le système a eu un OK pendant 42 secondes, puis s'est bloqué automatiquement. Cette version était celle que j'utilisais pour tester la tolérance de charge récursive, celle qui déclenchait une boucle infinie lorsqu'elle ne trouvait pas les identifiants corrects. Ils n'avaient pas les identifiants. Ils ne les ont jamais eus. Lorsque la boucle a atteint 40 000 appels en moins d'une minute, AWS a bridé son backend comme s'il lui devait un loyer. Leur directeur technique a tenté de faire croire à une attaque DOS. J'ai tellement ri que j'en ai laissé tomber mon verre de vin. Pendant ce temps, les vautours de l'industrie commençaient à s'agiter.
Les analystes produits sur YouTube décortiquaient ma clause de licence comme s'il s'agissait du film God's Zapruder. Un type à lunettes avec un micro néon a parfaitement résumé la situation, ils l'ont traité comme un simple clin d'œil. Elle a construit le squelette, puis a tiré la colonne vertébrale. Mais ce n'était pas le véritable coup. Cela est venu plus tard. J'ai reçu un message d'El Tara, mon ancienne stagiaire, celle que j'ai encadrée, pour qui je restais tard, que j'ai accompagnée lors de ruptures et de mauvaises révisions de code, et qui m'a remplacé. Elle m'a envoyé un message vocal. Sa voix tremblait comme des fils électriques sous tension. Sarah, je ne savais pas. Ils m'ont dit que c'était à toi, mais bon sang, je croyais que tu avais approuvé. Ils ont juste dit que tu étais passé à autre chose. S'il te plaît, il panique. Tout le monde me blâme. Peux-tu m'aider à trouver le coupe-circuit? Je restais assis en silence. Le mot « à l'aide » me parut étrange venant de quelqu'un qui prenait ton bureau, tes marqueurs et ton agenda sans sourciller. Mais soudain, quelque chose se brisa dans sa voix. Je t'admirais. Je pensais que si je faisais bien mon travail, je mériterais ce que tu as construit. Mais je ne l'ai pas fait. Je me suis juste revêtu de ta peau en espérant que personne ne me regarderait de trop près. Cette réplique. C'est là que j'ai compris qu'elle avait enfin compris. Elle ne m'avait pas remplacé. Ils ont posé un masque sur une chaise vide et ont prié pour qu'il ne parle pas. Je lui ai donc envoyé un document, un PDF, pas le code ni le correctif, juste une capture d'écran du document d'intégration original que j'avais rédigé il y a 2 ans. Surligné en rouge pour annuler le verrouillage de la licence, il faut comprendre pourquoi il a été placé. Pas seulement comment. Aucune explication, aucun suivi. Elle l'a lu. J'ai vu la bulle de saisie clignoter puis disparaître. Elle a mis la plateforme hors ligne définitivement. Et d'un seul coup, tout ce qu'ils avaient tenté de construire sur la tombe de mon silence s'est effondré. Mais je n'avais pas fini. Loin de là, car ils n'avaient pas seulement volé mon œuvre. Ils avaient volé mon nom, mon histoire, mon héritage. J'étais sur le point de tout reprendre. Le lendemain matin, la porte de leur bureau était ornée d'un panneau Henderson, difficulté technique. Veuillez utiliser l'entrée latérale. Traduction, tempête de communication à l'intérieur. Cérémonie de licenciement sacrificiel en cours. J'ai commencé ma journée dans un petit café à 3 pâtés de maison de leur immeuble. Non pas par mesquinerie enfin, pas seulement mais parce que j'avais rendez-vous avec quelqu'un à qui ils ne voulaient surtout pas que je parle, l'investisseur, celui qui avait mené leur dernière levée de fonds de 15 millions de dollars. Il s'appelait Byron. Bouton de manchette de guerre en forme de logo Bitcoin et loucheur permanent d'un homme à qui on a retiré la patience, il sirotait un expresso comme s'il était offensé. Explique-moi tout, dit-il. Pas de salutation, pas de désordre, juste le pourquoi. J'ai posé ma tasse et me suis penché. Ils ont pris tout ce que j'avais construit, l'ont rebaptisé, l'ont monétisé, m'ont viré avant le lancement pour éviter de payer ma clause, et pire encore, ils pensaient que je ne le remarquerais pas. Byron ne sourcilla pas, et le défaut de permis? C'était intentionnel. Je haussai un sourcil. C'était une assurance. Le défaut était dû à leur négligence. Il hocha la tête et tendit son téléphone. Peux-tu me montrer l'architecture? Qu'est-ce qu'ils ont changé? Qu'est-ce qu'ils ont cassé? J'avais déjà une démo privée prête. En 5 minutes, je lui ai expliqué leur code dérivé, la partie qu'ils avaient assemblée comme Frankenstein avec du ruban adhésif et de la bravade. Quand j'ai eu fini, ils regardaient par la fenêtre. Je les ai amenés à la table avec IBM. Ils étaient à 2 semaines de la conclusion, a-t-il marmonné. Maintenant, les journalistes me demandent si je finance des fraudes. J'ai laissé le silence s'installer. Le laisser mijoter. Puis j'ai laissé tomber. Je construis quelque chose de mieux à partir de zéro. Mon nom est dessus, en toute conformité. Tu veux participer avant que cette histoire ne soit publiée sur TechCrunch? Il m'a regardé comme un homme apercevant la trappe de secours d'un navire en train de couler. Que me demandes-tu? Un billet convertible de 5 millions. Pas d'ingérence. Et je choisis mon équipe. Il me fixa du regard, puis hocha lentement la tête. Tu as jusqu'à lundi. Rédige la feuille de route. Au moment où j'ai quitté le café, le site de l'entreprise affichait une page d'erreur d'hébergement par défaut. Écran blanc. Times New Roman. Juste une ligne, on reviendra bientôt.
Ils ne le feraient pas. Je suis passé devant leur bâtiment sur le chemin du retour et j'ai regardé un développeur junior emporter un cactus et une boîte pleine de collations volées, une métaphore brisée en mouvement. Evan a publié un message d'adieu sur LinkedIn, rempli de mots à la mode et de pics voilés. Même si ce chapitre se termine, je suis fier de ce que nous avons construit ensemble. La section des commentaires était un champ de bataille. L'email de Harper a été envoyé, à compter d'aujourd'hui, je ne travaille plus pour l'entreprise. J'ai reçu un SMS de Tara. Une seule phrase, j'aurais aimé poser plus de questions. Je l'ai regardée sans répondre, car en vérité, elle n'était pas la seule. Ils auraient tous dû poser plus de questions, surtout celles qui comptaient le plus. À qui appartient l'histoire lorsque le code est épuisé? À 9 heures du matin, j'étais assis dans un élégant bureau du centre-ville qui sentait bon l'ambition et l'eucalyptus. L'équipe juridique de Byron avait agi vite, plus vite que prévu. La feuille de route était rédigée, revue, signée. 5 millions de dollars de financement initial avaient été virés avant le déjeuner. Ce n'était même pas une question d'argent. C'était le silence qui a suivi, un silence respectueux, pas vide. Personne ne m'a demandé de sourire. Personne ne m'a demandé si j'étais sûr de vouloir diriger la technologie. Personne ne m'a suggéré d'embaucher quelqu'un pour m'aider à communiquer mes idées plus clairement. Ils m'ont juste demandé ce dont j'avais besoin pour concrétiser ma vision. Et je leur ai dit, un nouveau moteur d'IA, transparent, éthique, détenu par ceux qui le construisent. Pas de prise d'otage IP de type boîte noire. Pas de bombe à retardement codée à voix basse, car je n'avais plus besoin d'armes. J'étais l'arme. Mardi, TechCrunch a publié l'article pas le mien, le leur. Une start-up révolutionnaire implose après un scandale de licence. Un ancien ingénieur pourrait détenir la clé de son effondrement. Des sources affirment que je n'ai pas parlé officiellement. Pas encore. Mais j'ai vu le récit se tordre autour de moi comme la chaleur du métal. Chuchotements, forums, fils Twitter, podcast décortiquant mon comigi comme des écritures. Il l'appelait la fourche silencieuse. Il m'appelait le fondateur fantôme. Et pour la première fois depuis des années, je n'ai pas bronché quand ils ont prononcé mon nom. Evan m'a envoyé un message depuis un nouveau compte. Il a changé sa photo de profil. Pas de costume, pas de sourire, juste un cercle gris vide comme le fantôme d'un PDG. Sarah, je sais que tu ne me dois rien, mais s'il te plaît, les investisseurs parlent de poursuites judiciaires. Des gens sont au chômage. On pourrait peut-être en parler. J'ai arrêté de lire. J'ai fait une capture d'écran. Je l'ai classé dans un dossier intitulé Trop tard puis j'ai ouvert une nouvelle conversation pas avec lui, mais avec quelqu'un d'important. Julian Tran observait depuis les coulisses, attendant que le bruit se calme. Maintenant, il voulait participer, non pas pour voler, mais pour se joindre à nous. Son message était simple, votre silence a causé plus de dégâts que la plupart des gens avec leurs équipes d'avocats. Je veux construire quelque chose avec toi qui n'a pas besoin de vengeance intégrée au code. J'ai souri. Peut-être pour la première fois depuis des mois, car ce n'était pas une reconstruction. C'était une résurrection. Ce soir-là, je suis retourné au café. Même place, même thé. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai tapé la première ligne de mon nouveau fichier RIDM. Ce code n'appartient pas aux fantômes. Il appartient aux survivants. Mais alors même que je l'écrivais, une chose me trottait encore dans la tête. Ils n'avaient pas fini. Pas encore. Car, dans leur panique à vouloir brouiller les pistes, ils avaient déclenché autre chose. Quelque chose que je n'avais pas prévu. Quelque chose qu'ils n'avaient certainement pas vu. Et qui allait être révélé au grand jour. Tout a commencé avec un message d'une journaliste nommée Léla. Objet, urgent, confirmant l'utilisation de votre code dans le cadre d'un appel d'offres pour un contrat gouvernemental. Ma poitrine s'est figée. J'ai ouvert l'email. Il était court, clinique, mais lourd de conséquences. Sarah, une source affirme que votre ancien employeur a reconditionné votre architecture d'IA expirée pour une proposition fédérale présentée le trimestre dernier. Seriez-vous prêt à commenter avant que cela ne soit mis en ligne? 6 juin un PDF, une diapositive de présentation, mon organigramme, mon arbre logique exact, l'image d'erreur de la version obsolète, les mêmes balises d'annotation, les mêmes noms de variables. Ils n'avaient même pas changé la police. Ils ont volé mon corps, l'ont enveloppé dans un drapeau et ont essayé de le vendre au gouvernement. J'ai regardé l'écran comme s'il me devait des excuses.
Le filigrane PDF date de 2 semaines après mon licenciement. Ils ont enterré le problème de la licence, réutilisé le shell, l'ont présenté comme propriétaire, et si ce contrat avait été conclu, je serais le fantôme derrière un contrat d'1 million de dollars. Je n'ai même pas hésité. J'ai appelé Léla, non pas pour nier, mais pour faire exploser le problème. Elle a demandé, puis-je vous citer? J'ai dit, seulement si tu épelles correctement mon nom quand la tempête frappe. L'article a été publié le lendemain matin. Une start-up technologique exclusive implose à cause d'un scandale de licence et est désormais accusée de fraude dans le cadre d'une offre fédérale. Il a pris feu rapidement. Les membres du personnel du Congrès l'ont retweeté. Twitter, le service juridique, a aiguisé ses griffes, et moi aussi. Je me suis assis et je les ai laissés mâcher. À midi, le ministère du Commerce avait lancé une enquête officielle. À 14 h, Byron m'a envoyé un texto, « Ta petite bombe à retardement vient de faire la une des journaux nationaux. As-tu déjà pensé à créer des outils pour le chien de garde ?» Je ne l'avais pas fait, mais maintenant je l'étais. Le soir, le domaine de mon ancienne entreprise a été désactivé. Leur PDG a supprimé ses comptes sur les réseaux sociaux. Tara a publié une vague mise à jour sur LinkedIn sur la poursuite de la croissance personnelle. Les commentaires étaient silencieux. Pas d'applaudissements, pas de cœur, juste une réponse de ma part. Juste une période. Ni colère, ni pardon, juste une finalité. Et puis je me suis déconnecté, parce qu'à ce moment-là, je n'avais plus besoin de crier. J'avais déjà réécrit la fin. Ils m'ont enterré, réutilisé, essayé de m'effacer. Mais lorsque la poussière s'est dissipée, mon nom était le seul qui restait debout. Merci d'avoir rejoint le plaisir, vous les survivants du bureau. Abonnez-vous pour plus de drames décalés.